L'alliance FCC-Cash est-elle conflictogène? Il faut dire que depuis quelques jours, on assiste à des chamailleries entre partisans de ces deux coalitions, ces deux regroupements politiques, au point que certains ne veulent plus de la nomination d'un Premier ministre du Front commun pour le Congo. Le président Tshisekedi est-il dans l'embarras? Jusqu'où ira cette coalition? Face à l'opinion, pose la question ce soir à Rigobert Kouta. Il est président du parti politique Parezo, parti allié de la CAT, coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi. Rigobert Kouta, qui est l'invité de Face à l'opinion, il va faire son entrée sous les ovations du public. Bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir. Mettez-vous. Merci. Comment allez-vous, messieurs? Très bien. Et si les pratiques n'ont pas changé, vous commencez par regarder la caméra. Votre caméra est juste derrière moi. Vous faites votre profession des fois. Dites au public ce qui vous est de plus cher. Ce qui m'est de plus cher, c'est mon pays. C'est mon pays et surtout les renforcements d'un état de droit. D'un état de droit démocratique. C'est la philosophie de mon maître à penser, qui est Étienne Tshisekedi. Et ce qui m'est aussi plus cher, c'est l'unité du Congo. Car vous savez, ça fait, je crois, depuis l'arrivée de la FDL qu'on parle de la balkanisation de ce pays. C'est un pays qui m'est très cher. Parce que pour nous qui avons beaucoup vécu à l'étranger, surtout en Occident, c'est à partir de ce moment-là qu'on sent, qu'on connaît la nécessité d'avoir un chez-soi. Et aussi, j'ai beaucoup lu les livres sur l'Holocauste pour la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai vu cette souffrance des peuples juifs qui étaient partis, qui avaient complètement oublié leur terre et qui, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont dit il faudra que nous retournions dans nos terres pour récupérer ces terres-là. Donc je pense que le Congo m'est très cher. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut donner au peuple congolais le goût d'aimer ce pays, le goût de croire à leur pays. Et c'est ça, ces rôles-là que nous devons avoir, nous, les hommes politiques, ces rôles souvent que nous remplissons très mal à cause de notre égoïsme, parce qu'à côté de la pauvreté extrême et tout ça, du chômage de la jeunesse, vous avez des hommes politiques qui hier encore ont géré ce pays et qui aujourd'hui, de manière scandaleuse, se sont fait élire les uns sénateurs, les autres gouverneurs. Et les jeunes, cette jeunesse, regarde, mais à la fin, à quoi ont servi ces élections? On va en parler tout à l'heure. Rigobert Kouta, merci beaucoup d'être venu dans Face à l'opinion. Cette émission passe au moment où 150 de nos compatriotes ont péri sur le lac Kivu. Le président y a été d'ailleurs. Un mot aux familles des victimes qui sont très éplorées. D'abord, je présente au nom de mon parti et à mon nom, je présente à toutes ces familles qui ont perdu un de leurs nos très sincères condoléances. Mais au-delà de toutes ces condoléances, je pense qu'il faudra, parce que c'est devenu récurrent comme ça, à chaque fois on assiste à des morts qu'on aurait pu éviter. Des morts qu'on aurait pu éviter. Et ça pose même le problème de contrôle technique de tout ce qui est véhicule, tout ce qui est bateau et tout ça. Il y a un laisser-aller à ces niveaux-là. Je pense qu'il faudra que, avec l'avènement de M. Félix Tshisekedi, il faudra absolument renforcer ce genre de contrôle et de contrôle technique, que ce ne soit pas des contrôles de complaisance comme nous le connaissons et comme celui qu'on vient d'éviter, qu'on a reporté à des mois. Parce que pour moi, ce sont des contrôles qui ne servent absolument à rien. Comment voulez-vous contrôler ce qu'on appelle l'esprit de mort, un cercueil vivant qui va aller passer au contrôle technique, ce qui est ahurissant et qui va réussir son contrôle, qu'on va revoir encore sur la rue. Donc ça pose. Vous comprenez le président quand il dit qu'il faut remonter la filière et que les auteurs de cet acte soient identifiés et punis. Il faut, toujours c'est ce qu'il faut. Il faut remonter la filière, il faut donner des exemples. Parce que sinon on continuera toujours avec ces cycles infernaux de morts inutiles, de morts qu'on aurait pu éviter. Le président qui aime tout le temps punir, a-t-on un père fouettard? Non, le président ne punit pas, le président ne punit pas. Il promet tout le temps des sanctions. Oui, il promet des sanctions, mais quand il promet des sanctions, il a les instances, des institutions qui sont là pour sanctionner. Lui,
lui, évidemment, il y a des mesures conservatoires. Lorsque vous avez des PDG, vous avez des ministres, vous avez des gouverneurs ou des membres de la police qui commettent des méfaits, il y a des mesures conservatoires qu'il faut prendre, comme des mesures conservatoires qu'on a prises pour la suspension du ministre de l'Habitat et pour, je crois, le président de cet organisme qui s'occupe de la régulation de la télécommunication. La RPTC. La RPTC, il fallait prendre des mesures conservatoires, mais ce ne sont que des mesures conservatoires. Et le président de la République, chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, a demandé au procureur général, je crois, pour de la Cour de cassation, de diligenter une enquête. C'est ça l'état de droit. On attend bien évidemment l'aboutissement de ces enquêtes. Tout à fait. Vous êtes membre d'un parti allié à l'UDPS. Vous êtes présenté aux dernières législatives sous le label de l'UDPS. Tout à fait. Depuis 2 mois et demi maintenant, l'UDPS est au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement en vous? Non, moi je pense que je n'ai pas beaucoup changé. Je reste ce qu'ils disent. Moi je dis toujours le parézo, le parti des réformes dans la société, comme je l'ai dit, je le disais toujours à M. Etienne Tshisekedi et à Mme Marthe. Souvent on avait tendance à rire. Je disais, moi mon parti, en fait c'est l'UDPS. Le parézo, c'est le fusil d'appoint de l'UDPS. Lorsque l'IDPS commence à faiblir, voilà, nous lançons pour remonter l'IDPS. Ce qui a changé fondamentalement, je dis que beaucoup de choses n'ont pas changé, mais maintenant il faut savoir que nous sommes pratiquement au pouvoir. Nous avons un président de la République. Donc maintenant, nous devons réfléchir comme les gens qui sont au pouvoir, et non comme des activistes et tout ça. Mais tout en restant, en ayant dans l'esprit que notre devise, c'est le peuple d'abord. Donc tout ce que nous devons faire, tout ce que ce soit Jean-Marc, les autres, les négociateurs, tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent le faire dans l'intérêt du peuple et non pour leur intérêt ou leurs ambitions personnelles. La coalition FCC cache? Pas la coalition FCC cache. Bon, évidemment, il y a des négociations. Parce que jusque-là, moi, je ne crois qu'à ce que je vois. Je ne crois qu'à ce que je vois. On dit qu'il y a une coalition cache FCC. Est-ce que dans l'effectivité, cette coalition-là, elle est définitive ou le pourparler continue? C'est ça. Donc, ils sont en pourparler sans les alliés, ce qui est malheureux. Ils sont en pourparler, ben, voyons voir. Lorsque cela va se concrétiser, c'est à ce moment-là que je dirais... Est-ce que c'est une alliance qui vous inspire confiance, vous personnellement, quand on sait le rôle que vous avez joué personnellement aux côtés d'Etienne Tshisekedi et l'intransigeance qui caractérisait le Sphinx? Moi, je vais vous dire, il y a le samedi, j'ai eu une conférence de presse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'ont suivi sur Top Congo. Moi, j'ai posé cette question. J'ai posé cette question et j'aurais voulu qu'on me réponde à cette question. Première question que j'ai posée, compte tenu de la majorité numérique du Front commun. Numérique, de la majorité absolue du FCC, est-ce que le FCC a besoin de nous, a besoin de l'IDPS, du cash pour gouverner? Si oui, pour quelle raison? Je posais aussi entre autres, je me suis posé la question. Et vous-même, on vous la pose. Est-ce que vous non, avez besoin? Je posais, c'est ça tout justement. Moi, j'ai posé la question de savoir, est-ce que avec cette majorité absolue, est-ce que nous ne risquons pas de servir de blanchisseurs ou d'accompagnateurs du FCC? J'ai posé toute une série de questions à mon autorité morale, qui est l'IDPS, et qui est représenté par Jean-Marc Kabound et tout ça. Mais bon, j'ai posé les questions. Mais toutefois, ce que vous devez... Il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs, l'opinion qui nous regarde. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. C'est ce qu'il faut savoir. Or, quand vous regardez la sociologie politique, dans les régimes semi-présidentiels, le président de la République peut se mettre dans 3 attitudes. Première attitude, il a la majorité absolue. C'est ce qu'on appelle un monarque absolu. Monarque dans le sens de la plénitude du pouvoir, dans le sens qu'il a la majorité au Parlement. C'est le cas de Mitterrand en 1981. Ça c'est un cas intéressant. En 1981, Mitterrand, avec l'Union de la gauche et les partis communistes, les socialistes, à eux seuls, ont la majorité absolue. Donc ils n'avaient pas besoin des communistes. Mitterrand, secrétaire général du Parti socialiste, président de la République, avec la majorité absolue. Mais ils disent quand même aux communistes, venez gouverner avec nous. Qu'est-ce qu'on a vu? 6 mois, je crois. 12 mois après, les communistes ont été chassés du pouvoir et ils ont été affaiblis.
Et depuis 81 jusqu'à ce jour, je ne sais même pas si les communistes ont encore au moins des députés à l'hémicycle. C'est aussi le cas du Palou, qui a dirigé avec le PPRD. Aujourd'hui, moi je suis devant vous. Le Palou, c'est un patrimoine pour nous. Mais que vaut le Palou aujourd'hui? Voilà. Alors, vous avez le deuxième cas où vous avez une majorité équilibrée. Où le président, ou le Parlement, il y a 2 ou 3 partis qui forment une majorité équilibrée. Le président est dans une position d'arbitre. Est-ce que c'est ça qu'on recherche? On veut qu'avec la majorité FCC cache que le président soit dans une position d'arbitre. Je me pose la question. Puis troisième situation, ce qu'on appelle en sociologie politique, hein, un président faible. Non pas faible, parce que... faible parce qu'il n'a pas de majorité. Parce qu'il n'a pas de majorité. Mais là, c'est le cas de Mitterrand. Après 85, 88, 88, il n'avait pas la majorité au Parlement. Mais, et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on a appelé Mitterrand le Dieu. Pourquoi? Parce que Mitterrand a usé des droits constitutionnels qui lui sont reconnus par la Constitution française pour remettre dans la bonne voie le gouvernement de Jacques Chirac. Et il a toutefois travaillé avec les alliés. Et il a réussi. Il a réussi en étant dans une cohabitation avec l'IDF et les RPR, il les a mis tous KO. Parce que le président de la République a usé de ses droits constitutionnels à chaque fois pour rappeler les autres à mort. Il était bloqué aussi certaines fois. Mais où voulez-vous en arriver? Mais c'est que moi je vais en arriver. Moi je veux bien. Vous savez, les élections ont donné les résultats qu'ils ont donnés. Parce que nous avons dans notre pays, nous sommes un pays, semble-t-il, spécial, avec une CENI spéciale, avec des résultats spéciaux. La même CENI qui vous a proclamé avec la présidentielle. Non, je ne renie pas. Oui. Et c'est ça la force de l'IDPS. C'est pas de l'ironie quand vous dites spécial. Non, moi je fais pas de l'ironie. Moi j'ai pas ma langue. Moi j'ai pas ma langue à la poche. Je dis ce que je pense. Je dis non, nous sommes des démocrates. C'est ça que les pères de la démocratie nous a laissé. Être démocrate. Nous avons accepté les résultats des élections législatives. Mais maintenant, nous sommes dans une position où le FCC et l'IDP et ECACH sont en train de négocier. Pour former un gouvernement de coalition. Bon. Si telle est la volonté des deux partis, on y va. Et si tout dépendait de vous? Moi, vous savez, moi, comme je dis, je n'ai pas ma langue dans la poche. Si ça dépendait de moi, j'aurais laissé l'FCC diriger ce pays. On entrerait dans la cohabitation. On serait dans la cohabitation. Et le président de la République, on serait dans la cohabitation. Et le président de la République a tous les atouts constitutionnels pour arrêter des bêtises. Si jamais il y avait des bêtises. C'est-à-dire dissoudre le Parlement, par exemple? Non, pas nécessairement. Il faut pas. Moi, je n'aime pas trop. Il faut arrêter les gens. D'abord, vous savez, dissoudre, c'est une question de responsabilité politique. Dissoudre le Parlement, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous allez dissoudre le Parlement simplement parce que demain, le président de la République s'élève le matin, parce que sa femme ne lui a pas donné une bise avant de partir au boulot, il se décide de dissoudre. Non. La Constitution définit justement les règles. On définit. Il faut attendre. Il faut les laisser travailler. Et quand les choses ne vont pas, le président de la République, il est le garant de la bonne marche des institutions. Quand ça ne va pas, il trouve les solutions. Mais si jamais la solution est que vraiment il y a un conflit institutionnel tellement grave, s'il faut dissoudre le Parlement, le président de la République prendra les mesures qui s'imposent. Mais il faut qu'on arrête avec cette histoire-là. Le président de la République peut dissoudre le Parlement, que le FCC et les autres, ils ont la majorité au Sénat, ils ont la majorité au Parlement, ils vont aller au Congrès, ils vont faire traduire le président et tout ça. Non. C'est là où moi je profite de ce plateau pour dire à nos amis du FCC, moi je les aime bien parce que j'ai des amis, j'ai des frères qui sont au sein du FCC. Mais s'ils croient que fort de cette majorité absolue, qui vont bloquer la bonne marche de toutes les institutions, qui vont empêcher le président de la République. Est-ce que vous pensez que le fait pour le président de ne pas disposer de la majorité dans les deux chambres le rend fragile? Du tout. Pas du tout. C'est ce que les gens croient. Je pense qu'il y a des prérogatives qui sont dévolues au président de la République. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les constituants, ceux qui ont
ceux qui ont rédigé cette constitution ont prévu tout justement qu'il y ait un exécutif bicaméral. Vous avez la présidence et vous avez le président de la République et vous avez le gouvernement. Et rien n'est dit que les deux doivent être de la même famille politique. Non, ça ne rend pas... Mais pourquoi cette alliance dérange-t-elle? Non, ça même à l'étranger, on demande à Tshisekedi de s'émanciper de non. De toute façon, je pense que le président de la République est assez bien informé. C'est une personnalité qui a une longue carrière politique et tout ça. Certainement, il peut recevoir des conseils comme tout le monde. C'est pas Dieu, c'est pas même le pape, c'est Trump et tout ça. Mais pour moi, je vous ai dit simplement que je reste sincère, que si on doit regarder la logique des choses, la logique des élections, parce que nous avons accepté cette logique des élections, le FCC peut gouverner seul. Mais maintenant, les instances du parti estiment et que le FCC estime qu'il faut que nous allions en coalition, ça tout justement, c'est ce que nous, les Parezzo, nous disons. Si nous allons en coalition, alors à ce moment-là, l'IDPS, je dis bien, moi je parle de l'IDPS, et les caches doivent servir de comité de surveillance du FCC. Pourquoi? Vous devez comprendre. On dit ceci, chat échaudé craint l'eau froide. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Je m'excuse, je ne m'apprends pas à nos amis du FCC. Mais quand on regarde la gestion, les résultats de la gestion de 18 ans du FCC, qui était jadis la majorité présidentielle, c'est une gestion catastrophique. On peut dire qu'il y a une crise de confiance entre vous et... Non, je ne dis pas qu'il y a une crise de confiance entre les FCC... Parce que tout le temps, vous exhumez les vieux immondices. Non, il faut les exhumer. Parce que quand vous prenez dans la ville de Kinshasa, vous voyez les résultats de la gestion de la majorité présidentielle qui est devenue FCC. Promenez-vous dans la ville de Kinshasa. C'est parce que vous avez refusé de former un ticket commun. Non. Promenez-vous. Regardez les résultats économiques. Regardez le nombre de chômeurs de jeunes qui sortent ici. Vous voyez? Donc, moi, c'est tout à fait normal que les gens se posent des questions. Mais maintenant, si nous devons aller en coalition, si les choses se précisent, si on doit aller en coalition avec le FCC, il faudra que les caches surveillent, constituent un comité de surveillance du FCC. Des mandataires FCC qui vont aller au gouvernement. C'est tout à fait normal. On ne va pas leur donner un blanc-seing. Êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que le président peut nommer un Premier ministre en dehors du Front commun? Non, moi, vous savez, il faut... Ce serait l'induit en erreur? Non, moi, je crois qu'il faut être honnête en politique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, à l'époque, en 2006, le Palou était minoritaire, c'est Guizanga qui était nommé Premier ministre. Non, moi, je n'aime pas ce genre de choses. Il faut être sérieux. Il y avait un accord justement avant les élections. Il faut être sérieux. Moi, ça, c'est mon avis en tant que président du Parezzo. Et non pas en tant qu'Alain de l'IDPS. En tant que président du Parezzo, qu'on nomme un Premier ministre FCC. C'est ça la politique. C'est ça l'honnêteté politique. Que le cash garde ses 20%? Non, je ne parle pas au niveau des pourcentages. Même au niveau des pourcentages. Parce que c'est là justement que les discussions achoppent. Non, même au niveau des pourcentages. Aujourd'hui, quel est l'intérêt du FCC de se faire accompagner par cash? C'est de redonner, c'est donner confiance à ces gouvernements. Et c'est beaucoup. Ça représente beaucoup. C'est comme si vous partiez à une banque, aujourd'hui, vous n'êtes pas crédible, vous êtes endetté, et on vous dit il faut aller chercher un aval. Et c'est lui qui va se porter caution par rapport à votre dette. Vous voyez? Donc, le FCC, aujourd'hui, l'IDPS, c'est l'aval du FCC dans une banque pour qu'il puisse avoir l'argent. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'alliance? Non, vous comprenez, c'est ça. Et à cause de cela, aujourd'hui, il ne faut pas dire que vous allez avoir 20%, vous allez avoir, nous on va avoir 80%. Bien au contraire, celui qui prend les risques, celui qui vient vous blanchir, c'est l'IDPS. C'est comme ça que vous voyez dans des pays tels qui ont adopté les régimes proportionnels, tels qu'Israël, qui est un régime parlementaire, excusez-moi, vous voyez, et le scrutin proportionnel, vous voyez, des partis qui n'ont qu'un seul député, mais qui ont peut-être 40%, 50% des ministres et tout ça. Donc moi je dis, il ne faut pas regarder le nombre de députés que Cash apporte au FCC, il faut regarder la caution. Parce que c'est grâce au Cash, surtout grâce à l'IDPS,
que le peuple va faire confiance à ces gouvernements. Entre-temps, on n'a toujours pas de gouvernement, on n'a toujours pas de Premier ministre. Ah, mais il faut aller vite. Hein. La situation arrange le président parce que... Non, bien au contraire. Moi, je connais le président de la République. C'est une personne qui va aller vite. Parce que nous sommes dans les quartiers. Moi, j'habite les quartiers populaires. Je suis en Gaba. Je suis en Gaba où mon père a été bourgmestre. Je suis à Maloueka. Je suis partout. Mais la situation est grave. Très, très grave. La situation économique, la situation sociale et la situation sécuritaire dans d'autres qui se dégradent. Il faut aller très, très, très vite. Grave parce que vous l'avez hérité mais on l'a hérité. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement. On l'a hérité et aujourd'hui, nous avons hérité de beaucoup de maux. Il y a des crises multifonctionnelles. Il faut le dire parce que les gens disent non, maintenant on va aller en coalition, il faut vous taire. Moi, j'ai dit qu'il faut le dire. Et d'ailleurs, si vous permettez, je vais atterrir par là. Allez-y, oui. Je vais atterrir par là. Et d'ailleurs, moi, ce que je conseille au Premier ministre, ce que je conseille au Président de la République, et c'est ce que je conseille même aux négociateurs de cash, avant que le gouvernement ne commence à travailler, il faut que dans le discours sur l'état de la nation, que le président de la République nous donne les comptes de l'État. Quelle est la situation générale des comptes? Combien on nous a laissé à la Banque nationale, le nombre de chômeurs, la croissance, qu'on dise au peuple congolais, voilà là où nous commençons. Nous, on commence ici. Situation sécuritaire dans les rouges. À la Banque centrale, il y avait autant. La dette publique, il y a autant. Le nombre de chômeurs, il y a autant. L'état des routes, il y a autant. Vraiment, que le peuple congolais sache, comme Mitterrand l'avait fait en 81, voilà, moi je pars à partir de là. Vous comprenez? C'est ça. Voilà. Rigobert Kouta qui est face à l'opinion ce soir, l'opinion représentée par des jeunes, des étudiants et d'autres professionnels qui vont vous poser des questions. Nous allons prendre la première série des questions. D'abord derrière vous. Merci. Moi c'est M. Longa. D'accord. M. Kouta, le FCC est accusé par toute la population congolaise pour sa gestion durant les 18 ans. Tout à fait. Et voilà aujourd'hui Cash s'approche du FCC pour former une même famille afin de les laver, les blanchir. Ne serez-vous pas en conflit avec la population? Voilà. Tout justement, moi je comprends ça. Les cash, lorsque nous allons, si jamais la coalition se compte, moi je parle toujours au conditionnel. Si jamais la coalition est-ce que l'idée c'est de laver l'autre ou plutôt de travailler, de servir la nation? L'idée ce n'est pas de laver l'autre. Pour moi, et dans mon entendement, et j'espère que c'est l'entendement de tout le monde, s'il y a une coalition avec les FCC, c'est pour que le programme du président de la République, et je dis que le programme du président de la République, vaincre la pauvreté, soit réalisé. Et dans ces programmes, c'est quoi? C'est d'abord le redressement économique, le social, la lutte surtout contre la pauvreté, contre la corruption et l'enrichissement illicite, tout ça. Donc moi je pense que c'est parmi dans la feuille de route, FCC Cash, il faudra que les Cash apparaissent comme étant celui qui surveille le FCC et celui qui est là pour mettre en route le programme du président de la République. Donc moi, je ne pense pas. Et si les gens de Cash ne pensent pas comme ça, à ce moment-là, je serai d'accord avec vous pour dire que, et nous on a posé cette question-là, pour dire que vous venez pour blanchir. Vous venez pour blanchir, pour effacer tout le mal, toute la mégestion du FCC, il ne faut pas se cacher, qui est l'ancienne MP, qui s'est transformée, qui a muté, qui a fait une mutation à FCC. Le combat de Martin Fayulu, vous le comprenez? Oh, mais vous savez, Martin, moi j'ai siégé avec Martin au Conseil des sages du Rassemblement. Martin, c'est un ami. C'est un ami. Et en plus, nous sommes de la même province. Moi, j'ai dit, je suis du Quinois, parce que je ne connais pas ma langue maternelle. Parler, quoi. Martin, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup au sein de l'opposition. Pas qui a gagné les élections. Mais non. Il faut faire la part des choses. Non, le président Félix Tshisekedi a gagné les élections. Il a gagné les élections. Et Martin, en tant que démocrate, est allé jusqu'à la Cour constitutionnelle. Il a été débouté par la Cour constitutionnelle. Et moi, je pense que l'idéal était, parce que nous sommes, c'est la même famille et tout ça, l'idéal était pour moi que Martin revienne
dans la raison. S'il va faire une opposition, qu'il fasse une opposition, et comme il le fait d'ailleurs dans tous les meetings, qu'il fasse une opposition démocratique. Et à aucun moment, et le président de la République ne l'a empêché de faire ses meetings et tout ça. Donc vous ne comprenez pas le chemin qu'il a pris? Pourquoi ne pas comprendre? C'est la démocratie. Moi, j'ai hérité, moi, je suis l'enfant. Je suis l'enfant de Tshisekedi. L'État, la liberté. Il faut laisser les gens la liberté d'aller, de venir, de dire, de faire leur discours et tout ça. Moi, je le comprends. Même quand on déborde? Non, est-ce que jusque-là, moi, je ne sais pas s'il a débordé, la loi est là. Hein. S'il déborde, la loi est là. Est-ce que vous envisagez un rapprochement entre les deux personnalités? Oh, vous savez, en politique, il ne faut jamais dire jamais. On est en politique. Il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais. Avant, je disais jamais. Jamais, jamais, jamais. Et maintenant, j'ai dit non, il faut attendre. La politique est dynamique. Ouais, L'autre question. Oui. Allez-y. Oh, oui. Monsieur Rigobert, bonjour. Bonjour. Moi, c'est David. J'aimerais un peu que vous puissiez m'éclaircir un peu ce tableau que je ne comprends pas bien. L'UDPS a été contre la manipulation de ses députés. Les députés provinciaux n'ont pas voulu voter leur candidat du FCC. La rue a parlé, on a crié corruption, c'était un peu du désordre. Mais le même parti UDPS est tout à fait d'accord de voter pour Janine Mabunda. Pourquoi ces changements? Qu'est-ce que vous avez comme confiance? Pourquoi? C'est comme si la candidature de Janine vous a été imposée, alors que vous aussi vous pouviez peut-être présenter un autre schéma. Pourquoi cela? Merci. Bon, écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. En ce qui concerne, heureusement que vous me rappelez cette mésaventure qui a complètement sali la démocratie en RDC et tout ça. Et j'espère, d'ailleurs, comme je l'avais dit dans une des chaînes concurrentes et tout ça, et j'espère que, comme Jean-Marc l'avait promis, qu'il y aura des poursuites judiciaires et que le peuple congolais verra certains les députés provinciaux de l'UDPS qui ont jeté l'opprobre sur notre parti et l'opprobre sur le député mortel du président élu, M. Tshisekedi, le père de la démocratie et tout ça. Ces députés-là seront sanctionnés. On a l'impression qu'on a tourné la alors, page. non, on va attendre. Moi, vous savez, moi, je suivrai ça. Moi, je suivrai ça jusqu'au bout. Parce que c'est pas sérieux tout ça. Alors, en ce qui concerne ce qui se passe à la chambre basse, de soutien. Comment s'appelle encore cette dame? Janine Mabunda Lioko. Janine Mabunda. Bon, écoutez, moi, je dis simplement que si... Il faut rester logique. Il faut rester logique. Si vous voulez aller dans une coalition avec les FCC, il faut pas... Moi, je n'aime pas qu'on trompe la population. Si vous voulez aller dans une coalition FCC cash, alors soutenez aussi les gens du FCC. C'est ce que vous dites. Vous voulez qu'il... Attends, sinon ça sera contradictoire. Alors maintenant, là où je suis et je l'ai dit. Et là où moi, je trouve une contradiction. Parce que j'avais demandé dans une radio périphérique que si nous voulons avoir des coalitions, il faudrait que nous ayons des coalitions symétriques. Cela veut dire quoi? Si au niveau national, nous avons 40% ou 50% des ministres, il fallait qu'au niveau provincial, que nous ayons aussi 50% de gouverneurs. C'est là que j'appelais à des coalitions symétriques. Or, maintenant, ce qui se passe, ce qui est malheureux, et ça peut arriver aussi, on ne refuse pas, dans un régime tel que le nôtre, nous allons arriver à des coalitions asymétriques. Au niveau national, vous êtes en vraie coalition, mais au niveau provincial, qui est un niveau très, très, très important, vous n'avez pas de coalition, et c'est ce qui est malheureux. Mais quand ça vous met dans une situation inconfortable? Non, on n'est pas. Moi pour le moment, j'observe. Pour le moment, j'observe. Et je ne me dis pas que nous sommes dans une situation inconfortable, mais nous sommes dans une situation qui pourrait devenir inconfortable si jamais on ne met pas tous les garde-fous pour travailler avec nos Une alliance qui peut exploser en plein vol. On est en politique. Vous savez, moi j'aime toujours donner les exemples parce que bon, j'ai un peu un défaut. J'ai beaucoup étudié à l'étranger. Vous savez, et puis je suis souvent l'actualité. Vous savez, en Belgique, l'alliance a sauté. Hein. Les alliances sautent toujours, ça saute. C'est ça la politique, elle est dynamique. Quand vous cheminez ensemble et quand ça ne va pas, il faut, d'ailleurs, le plus rapidement possible, vous dans séparer. notre cas, cela ne risque-t-il pas de créer une crise institutionnelle? Non, je pense que la constitution du Congo est tellement bien faite que si un gouvernement tombe, le président de la République va reprendre de nouvelles démarches, discussions
pour nommer notre gouvernement. Mais il faut savoir que ces pays, le Congo, il faut redresser très vite le Congo. Très très vite. Parce que vous voyez, tous ces jeunes qui sont désenchantés, tous ces jeunes qui sont au chômage. Vous savez, moi, ça me fait mal au cœur. Moi, je ne sais pas si tous ces anciens ministres, ces gouverneurs, ces députés, ces papas-là, ces vieux papas de 60 ans, de 75 ans, tout ça, est-ce qu'il ne va pas, vous voyez, vous allez à Boutour, vous voyez des jeunes de l'ISTA qui sont sortis, des diplômés, qui se mettent à réparer les téléphones. Est-ce que vous allez partout, vous voyez des jeunes qui sont des licenciés, des licenciés et tout ça, qui sont là en train de vendre des cartes téléphoniques. Vous trouvez ça normal et tout ça? Donc il faut éviter des crises. Maintenant, il faut un gouvernement des résultats. Ça, j'ai dit au président de la République. C'est comme ça que si jamais nous allons en coalition avec les FCC, il faut mettre des ministres compétents. Des ministres qui doivent, dès qu'ils arrivent au travail, qui commencent à opérer, comme les médecins, commencent à travailler. Il faut vraiment avoir le temps de déboulonner les médiocres. Ils ne peuvent pas avoir leur place dans ces gouvernements. On reprend le mot qui font mal. Quoi? On reprend le mot qui font mal. Oui, mais il y a eu des médiocres. Quel mot qui fait mal? Médiocre, déboulonné. Il faut déboulonner. Moi, je l'ai dit. Moi, je vous dis, j'ai des amis au FCC. J'ai même des neveux au FCC qui sont des gens intelligents, compétents, qu'on peut mettre et qui vont bien travailler. Vous comprenez? Au FCC, il n'y a pas que des gens... Quand on a des partenaires, il faut éviter des mots qui lèsent. Non, quel mot qui lèse? Lorsque vous avez... Non, moi il faut être sérieux. Allez-y, oui. Attendez. Vous êtes des Kinshasa. Lorsque vous voyez la manière dont cette ville a été gérée, lorsque vous voyez la manière dont le pays a été géré, le chômage, perte des pouvoirs d'achat, l'insécurité à l'Est, les viols, les vols, les détournements des deniers publics. Alors maintenant, vous allez appeler ces gens comment? C'est moi qui Est-ce pose que des questions. vous voulez qu'on puisse voir, que l'on puisse voir ces mêmes gens gérer encore le pays? Ça, c'est se moquer de la jeunesse. Ça, c'est se moquer des enfants. C'est se moquer de ce pays. On va prendre une autre question. Oui. Monsieur Rigobert Kota, bonsoir. Bonsoir. C'est Pierre Kabongou. Bonsoir. Ma petite question est celle-ci. Où nous en sommes avec le programme des 100 jours du chef de l'État qui bientôt touche à sa fin? Ah, merci beaucoup. D'ailleurs, toujours, moi, je pense que en ce qui concerne le programme des 100 jours, moi, j'habite Lemba. J'habite Lemba. Je vois déjà que ce qui a été prévu, la route Sur l'axe Fikine est déjà presque terminée. J'étais à Mamayemo où l'on est en train de construire, je crois, l'unité, une unité de, je ne vois plus, on construit une nouvelle unité en tout cas. En tout cas, les travaux avancent partout en tout cas. On voit que c'est un programme de 100 jours, qu'il y a un programme plus d'infrastructure, hein, qui est plus un programme de réhabilitation des infrastructures. C'est surtout ça. Ce n'est vraiment pas encore le programme où il faudra mettre en avant réduction du chômage, redressement économique, ainsi de suite, tout ça. Mais on voit que par ces programmes-là, le président de la République a démontré, est en train de démontrer qu'avec la volonté, si on aime ces pays, on peut très rapidement vraiment le développer, redresser le pays. En peu de temps, moi je vis l'axe Fikine là. Combien de jours? Ça fait pratiquement une année. Mais à l'espace, je crois, même pas d'un mois. C'est fini, c'est terminé, c'est fait. Je suis allé à maman même pour aller visiter, je crois, je vois plus c'est l'unité de... En fait, c'est une unité de soins pour enfants et tout ça. Ça va, ça pousse, et ça va se terminer. Et quand vous regardez partout à la télévision, on est en train de démontrer qu'on est en train de construire tout ça. Et c'est ce que moi j'ai beaucoup aimé. Et c'est ça la volonté du chef de l'État. Le programme de 100 jours implique quel opérateur économique? Ce sont les opérateurs économiques nationaux. Ce sont les entreprises nationales. On ne va pas chercher les compétences ailleurs pour venir avec ici, avec pour conséquence, avec notre argent, nous payons les travailleurs à l'étranger et nous créons le chômage ici. Crexet qui est une nous créons le chômage chinoise qui est impliquée aussi dans ces travaux. Pardon? Il y a Crexet.
Crexet... Une société chinoise? Non, moi, ce que j'ai vu... Non, mais si la société chinoise... Si la société chinoise... Moi, en tout cas, ce que moi j'ai vu... Je vis le VD, je vis... Il y a Crexet en province. Alors, maintenant, si Crexet est en province, si c'est une société immatriculée ici au Congo, comme notre ami, comme la société qui est à Lubumbashi, comment elle s'appelle? Mataforest. Mataforest et tout ça. Mataforest, ce sont des Congolais qui travaillent. Si cette société-là, c'est une société qui est immatriculée au Congo, qui engage les Congolais, ben, il faut lui donner le marché. Bref, dans les 100 jours, les signaux envoyés sont positifs. Ce sont des signaux très positifs. Ce sont des signaux très positifs, mais ce n'est pas encore fini. Parce que je vous dis simplement, c'est la raison pour laquelle je suis en train de me battre, que le programme du chef de l'État soit mis dans la feuille de route de cette future coalition FCC Cash. Et je vous dis, on va étonner les Congolais. Merci. La question suivante. Derrière, ensuite, on reviendra devant. Bonjour, monsieur Rigobert. Bonjour. Je m'appelle Rodrigo, journaliste et membre de Acta News. Oui. J'avais une question à vous poser par rapport, nous voyons aujourd'hui l'IDPS, de l'autre côté, qui est en train de s'opposer à ses députés par rapport à ce qui s'est passé à la corruption, ceci, là et tout. Là, nous n'assistons pas au repos éternel de l'IDPS. C'est-à-dire, excusez-moi, je ne comprends pas. Donc vous dites que l'IDPS est en train de s'opposer à ses députés. Oui. S'oppose à ses députés par rapport à ce qui s'est passé, la corruption, ceci, cela. Oui. J'aimerais savoir, c'est pas un repos, plutôt un repos éternel qu'on assiste à l'IDPS, le fait de voir l'IDPS plus fort comme il était avant. Je vais parler un peu de la disparition, c'est ça, vous parlez de la disparition, la mort de l'IDPS, et surtout aussi avec des structures qui naissent au sein du parti, vous et les autres alliés qui viennent engloutir ces monuments. Non, non, d'abord en ce qui concerne les alliés. Vous savez, moi j'aime toujours, parce que j'ai beaucoup fait de la sociologie politique. Vous savez, un parti politique, un grand parti politique sans alliés est voué pratiquement à l'échec. On l'a vu, vous avez en France, et j'aime beaucoup citer Mitterrand parce que c'est aussi quelqu'un qui c'est un maître à penser comme Tshisekedi. Vous avez les partis socialistes, et vous aviez ce qu'on appelait des petits partis de gauche qui aussi autour du parti socialiste, non les radicaux de gauche. Et ce sont ces partis politiques-là qui ont donné du souffle aux socialistes. Car vous devez savoir que ça fait depuis de 20 ans que Mitterrand cherchait à arriver au pouvoir. Et lorsqu'il a fait l'union de la gauche avec tous ces alliés-là, ils ont pris le pouvoir. Donc pour l'IDPS, moi ma crainte des disparitions de l'IDPS était après la mort du Sphinx. Mais lorsque Jean-Marc Kaboun et Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, ont vraiment bien géré le pays, et j'ai vu que ces partis a résisté, non, l'IDPS ne disparaîtra pas. Alors maintenant, quant à ce qui se passe avec les députés et tout ça, tout ce qui se bouscule, c'est là où moi je dis que l'IDPS était un parti vivant, un parti qui vit. C'est pourquoi je dis toujours, et je répète dans tous les médias où je passe, je demande au président de la République de ne pas se couper de la base. Il n'a pas un problème de leadership mais non, ce n'est pas un problème de leadership. Il ne peut pas se couper de la base. Se couper de la base, ne pas se couper de la base, ne veut pas dire qu'il doit chaque jour, chaque semaine venir descendre parler de la base. Même si on dit que le président de la République est le président de tout le monde. Mais il vient d'un parti politique. Donc il ne doit pas se couper de la base à travers tous ceux qui gèrent l'IDPS. La base c'est quoi? C'est tous les partis politiques, tous les alliés qui l'ont amené au pouvoir. Donc il ne doit pas se couper de cette base. Notamment vous qui attendez aussi des récompenses. Non, moi si vous avez milité, c'est normal, non? Pardon? Vous avez milité, c'est normal. Non, j'attends des responsabilités en fonction de mes compétences. J'attends des responsabilités en fonction de mes compétences. Donc il vous doit? Non, il ne me doit pas. Il me doit. Je ne dis pas que le président me doit. C'est pas un cadeau qu'il vous donne, vous avez milité. Non. Je n'aime pas ça. On ne peut pas obliger le président. Le président de la République te nomme en fonction de tes compétences. Si je suis économiste, si le président estime que M. Kouta est économiste, qui pourra apporter des réformes économiques au pays, il me nommera. Mais je ne peux pas obliger le président de la République de me nommer. Parce que c'est avant tout le président, le nouveau président et chef de l'État de ces pays. Alors, en ce qui concerne ce qui se passe à l'IDPS, moi je veux que les choses bougent. Il faut que les partis soient vivants. Parce que pour l'IDPS, c'est le peuple d'abord. Il faut qu'ils soient vigilants. Ils doivent absolument savoir ce qui se passe. Mais quand ce sont des rumeurs, ça bouge. Mais quand on négocie là-bas et qu'on vienne, qu'on leur explique, voilà l'évolution, évidemment, on ne dira pas tout.
Mais voilà, attendez, on évolue. Mais quand aussi ils voient en même temps qu'il y a des députés qui sont des députés corrompus, moi jusque-là, on ne va pas me convaincre que certains députés de l'IDPS et alliés ont touché de l'argent. Parce qu'on devait avoir 4 sénateurs, 3 sénateurs, et nous n'avons eu aucun sénateur. Donc je me dis qu'il y a des députés qui ont touché de l'argent. Il y a des indices graves de culpabilité. Et là, je réitère mon appel que le président AI et secrétaire général de l'IDPS pour laver cette probe-là avant que nous puissions enterrer le président Tshisekedi. Il faut que l'on sache quels sont les députés de l'IDPS qui ont été corrompus pour être sanctionnés. Kabund lui-même qui est sur une pente expulsable, il faut dire que sa tête est de plus en plus réclamée. Vous savez, il faut, moi je dis simplement, je ne suis pas de l'IDPS, mais il faut que de temps en temps, on commet, il peut y avoir des erreurs, personne n'est parfait. Mais je dis simplement, il faut que qu'on regarde un peu, après la mort du président, à quel moment Kabund a pris ses partis. Vous comprenez? À quel moment il a pris ses partis? Je pense qu'il a mené le parti au Congrès. C'était un moment très difficile pour les DPS et tout ça. Où beaucoup de gens dansaient comme si il était mort. Beaucoup de gens étaient en train de danser. Moi, je connais des amis qui ont dansé. Au moment où moi, je pleurais. Des amis qui ont dansé. Si les DPS, c'est fini, c'est terminé. Enterré. Vous comprenez? Kabund a mené le parti jusqu'au Congrès. Et il a mené le parti jusqu'aux élections. Et jusqu'à l'élection du président de la République. S'il y a des linges sales à laver, nous allons les laver. Ils vont les laver au sein de l'IDPS. Vous comprenez? Donc, Kabund, les gens disent que Kabund est sur une pente, tout ça. Non, je dis, on ne lance la pierre qu'à un fruit qui est mûr. Vous allez choisir la personne qui vous posera la dernière question. Oui. Je pense qu'on a encore un peu de temps. Oui. On est où? Benj 3 minutes. On peut avoir 2 questions, non? Je vais être bref. Non, 2, parce qu'il faut qu'on prenne quand même monsieur qui est arrivé. Je vais être bref. Non, l'invité va être bref. Je vais être très bref. Alors, on va prendre les 2 dernières questions, messieurs. Vous, ensuite... Bonjour, M. Rigobert, c'est M. Wala Isaac. Bonjour, Isaac. Quelle est votre explication par rapport au propos de M. Kabour qui a demandé aux amis du FCC d'aider le président Honoré Joseph Kabila? Et dans les cas où le FCC campe à ses positions, quelle sera la conséquence de l'IDPS? Écoutez, lorsque dans des négociations que vous avez des positions diamétralement opposées, vous arrêtez les négociations. Il ne faut pas aller par 4 chemins. Alors, quant à cette phrase d'aider M. Kabila, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par ça, par là. Voilà. Vous choisissez la personne justement qui va vous poser la dernière question. Ah là là, ça c'est la quadrature du cercle. Monsieur, allez-y. Okay. Merci, c'est Alfred Kalima. Oui, bonjour Alfred. J'aimerais savoir, pour le lancement du travail du président de la République pour les stagiaires, pourquoi il n'avait pas nommé un informateur? Deuxième question. Une question, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, la question de l'informateur qui revient encore. D'aucuns évoquent une entorse à la Constitution qui voudrait que l'informateur soit effectivement nommé pour identifier la majorité parlementaire. Non, dans la pratique politique, il y a ce qu'elle dit la Constitution et la pratique politique. Dans la pratique politique, vous savez, le président de la République peut utiliser plusieurs méthodes pour s'informer. Vous avez vu bien souvent que M. Kabila est allé voir le président de la République. Beaucoup de gens se sont dit, ouais, mais il continue encore. Non, parce que c'est l'autorité morale du FCC, ils se sont parlé. Et étant donné l'autorité morale du FCC, le président de la République s'est fait une idée, donc il n'y avait plus nécessité de nommer un informateur. Il n'y avait pas nécessité de nommer un informateur. On est passé directement aux négociations. Non, dans la pratique politique, moi je vois ça dans plusieurs pays où lorsqu'on sait qu'il y a déjà une majorité qui est déjà là, il faut simplement, le président ne pouvait que réellement poser la question à l'autorité morale du FCC si réellement ces partis-là sont vraiment membres du FCC. Non, c'est pas. Non, ça sont des polémiques. On est arrivé à la fin. Que vous inspire l'avenir d'ici à 2023? Mais je suis très confiant.
je suis très confiant parce que vous avez à la tête du pays une personne avertie, une personne qui aime la liberté, une personne épris de paix, de démocratie, et en même temps une personne qui est ouverte à tous et à tout le monde et tout ça, qui n'est pas rancunier et tout ça, malgré tout ce que nous, et l'IDPS, avons subi. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, FCC et nous, tout le monde d'ailleurs, nous pensons à notre pays. Donc moi je dis à nos amis des FCC, ce sont d'abord les Congolais. Nous, eux, nous sommes des Congolais. Nous voulons que nos enfants restent ici. Plus personne ne veut aller en exil. Et je pense que le maître mot du président de la République avait dit, après les élections, il faut qu'il y ait 0 mort et 0 exilé. Bon, malheureusement, il y a eu quelques morts, mais on ne veut plus qu'il y ait des exilés dans ce pays ici. On ne veut plus. Voilà, c'est ça. Robert Kouta, merci beaucoup d'être venu, d'avoir été l'invité de Face à l'Opinion. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà. Merci également à vous. Merci au public qui était sur le plateau et qui a posé des questions à notre invité. Aujourd'hui, madame, monsieur, c'était Rigobert Kouta, président du Parézo. Demain, ce sera peut-être vous. Voulez-vous entrer en contact avec Face à l'Opinion, participer à ce programme? Écrivez-nous aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Pour aujourd'hui, ça n'est fini. On vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité sur une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.